Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à ce numéro spécial de débat de presse sur la télévision du Burkina. Aujourd'hui, 30 avril 2025, restera une date inoubliable dans l'histoire du Burkina Faso. Comme un seul homme, les populations burkinabées et les amis du Burkina Faso se sont mobilisés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans les grandes villes du pays et aussi partout dans le monde pour marquer leur soutien à une vision, à un homme, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Une mobilisation de soutien qui intervient 9 jours après la révélation du ministre de la Sécurité sur un vaste réseau de déstabilisation de notre pays. Elle fait également suite à la sortie hasardeuse du général Michael Langlais sur le Burkina Faso. Faut-il voir en cette mobilisation générale une réaffirmation de la souveraineté populaire du peuple burkinabé? Quelle analyse porter sur l'adhésion et l'engouement autour de cette manifestation? Pour en débattre, nous sommes en compagnie de 4 analystes et éditorialistes de la presse nationale. Ahmed Kone, il est journaliste et consultant en santé média. Amadi Adama Soro, journaliste et éditorialiste à Savane Média. Aimé Kambire, journaliste certifié en journalisme, communication et conflit. Et Aruna Kaboulé, journaliste consultant en production audiovisuelle. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cela dit, pour camper le décor, nous vous invitons à suivre l'ambiance du meeting à la place de la Révolution de Ouagadougou dans ce reportage de Nongba Kouda et Benewende Frédéric Nikem. 30 avril 2025. Une marée humaine déferle dans les rues de la capitale Ouagadougou avec pour point de convergence la place de la Révolution. Les Burkinabés répondent ainsi à l'appel de la nation, l'appel de la mère patrie, le Burkina Faso. Parés aux couleurs nationales, au menu des drapeaux, sifflés et vuvuzela, chacun témoigne son soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est 9h et le soleil commence à se faire sentir. C'est à ce moment que le mercure monte. Sur place, des selfies et des directs en soutien aux autorités ainsi qu'aux forces combattantes. La mobilisation grandit. La place de la Révolution s'étouffe de monde. Devant chacune des entrées, des Burkinabés continuent de converger. C'est une foule estimée à plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes. Le seul nom du président du Faso suffit pour mettre la foule en ébullition. Il s'agit ici de montrer aux yeux du monde que les Burkinabés font ensemble un bloc derrière le président du Faso, leur digne combattant, comme affiché ici. Au même moment, d'autres messages sont distillés aux peuples africains et au reste du monde. Les Burkinabés disent non à l'impérialisme, à ses valets locaux et surtout à l'ingérence. 11h, la maîtrise de cérémonie annonce sur le podium le chef du gouvernement burkinabé. La foule ne se retient plus. La sécurité est débordée. Les Burkinabés affichent clairement leur volonté de lutter pour la souveraineté du peuple burkinabé, de celui de l'AES et partant pour toute l'Afrique.
Alors, il faut dire que depuis quelques jours, les populations burkinabées, les populations du monde entier éprises de souveraineté se sont mobilisées à travers des écrits, des prises de parole pour apporter un démenti formel aux propos du général américain Michael Langley qui disait en substance que les ressources minières du Burkina Faso ne profitaient pas aux populations burkinabées. La suite, nous la connaissons, une mobilisation historique ce jour même à travers le monde. Avant de parler donc de cette mobilisation très rapidement, comment vous avez accueilli les propos de cet officier militaire américain, Ahmed Koné? Ça ne m'a pas beaucoup étonné. Hein. Je crois que nous savons déjà depuis un certain nombre d'années, pourquoi pas, qu'il y a un mécanisme mensonger mis en place en Occident par les mêmes individus, les mêmes puissances, les mêmes oligarchies pour ternir l'image de l'Afrique et surtout pour donner le sentiment que la même issue de ressources est prioritaire pour eux parce que nous sommes des incapables, nous sommes pratiquement des bêtes sauvages, nous ne sommes rien en fait. Donc il faut aller conquérir nos espaces et nos ressources. Alors pour ce faire, il faut bien justifier effectivement, pourquoi pas, des complots, des interventions armées. Voilà donc, en fait, c'est ça le substrat. Le propos du militaire américain, bon, ça nous laisse pantois parce que, bon, d'abord, c'est un noir. Hein, et nous nous demandons à quelle école il a été. Est-ce que ses origines familiales lui ont été vraiment bien et on l'a vraiment renseigné? Est-ce qu'il est vraiment un noir d'Afrique? Mais il n'en fait pas un problème, bien sûr. Mais ce que nous savons du noir, c'est que, en général, les Blancs l'ont utilisé contre d'autres Noirs. Je crois que déjà sur ce plan-là, il a dû être avisé. Il doit savoir que des gens le manipulent. Qui le manipule? Il doit savoir aussi que ce sont les Français, parce que ce sont les Français qui nous connaissent bien, que nous connaissons bien, qui ont l'art de monter tout comme ça, pour se justifier. En fait, justifier leur conquête coloniale et leur reconquête néocoloniale. Et ces Français qui sont aujourd'hui complètement perdus, parce que malgouvernance chez eux, parce qu'il faut le dire, nous devons partager ce mot. La malgouvernance n'est pas seulement dans nos pays, c'est aussi dans les pays occidentaux, où il y a des gens qui gouvernent mal et qui utilisent les élections pour effectivement aller au brigandage des ressources des pays considérés comme plus pauvres. Donc déjà, avec ce mécanisme mensonger mis en place, avec une presse mensongère et aux ordres, il n'est pas étonnant que des individus, comme justement le colonel Langley, se permettent effectivement de raconter un peu de n'importe quoi. Mais on reviendra là-dessus, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont faibles aussi. Malheureusement, nous, en Afrique, on n'exploite pas beaucoup leurs faiblesses. Nous nous contentons de certaines sensibilités, on écoute, on se plaint, mais en fait, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'il faut arrêter ce massacre. Ça fait des années que ça dure. Vous savez, au niveau de la communication, puisqu'actuellement nous sommes en communication politique, un grand travail a été fait dans les années 70 par la fameuse commission McBride au niveau de l'UNESCO pour faire changer les images de l'Afrique. Tous ces mensonges-là, pour ternir l'image de l'Afrique, pour justifier justement ces reconquêtes, ces tentatives de reconquête. Un grand travail avait été fait par beaucoup de gens, notamment des grands experts africains, conduit par Matambo, qui a été quand même un ministre de l'Éducation nationale sous Senghor, et qui a dirigé l'UNESCO. Ils ont fait un travail formidable. Et ce sont les mêmes Américains qui sont venus dire on a politisé l'UNESCO. Alors vous voyez que ce travail continue. Il ne doit pas s'arrêter. Parce que s'il s'arrête, on aura toujours des espèces du genre Langley qui reviendront toujours, qui ressentiront des éléments nuisibles effectivement à l'image de l'Afrique. Donc vous dites que ce n'est pas du tout étonnant. Non, moi ça ne m'étonne pas personnellement. Parce qu'il nous sert ce qu'on lui a servi. Ce sont des gens qui n'ont pas été à bonne école. Et justement, il faut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique, ce n'est plus comme hier, avant-hier. Hein. Et leur pays aussi, ça change. Parce que les mentalités changent un peu partout dans le monde grâce, effectivement, à la communication, aux médias et aussi aux ressources. Parce qu'il faut le reconnaître, même dans ces pays-là, il y a des gens sérieux. Quand on dit l'Occident, ce n'est pas tout le monde ensemble. Il y a des bons Occidentaux et il y a des médiocres Occidentaux. Nous devons faire la part des choses. Entre le grain et l'ivraie, il faut faire la part des choses. Et je crois que le général Langley n'a pas été à bonne école.
Ce sont des individus qu'il faut repérer et les recycler. Merci. Aruna Kabole, quel regard vous portez donc sur ces propos du général Michael Langlais sur la gestion des ressources de notre pays? D'abord, merci à vous pour cette invitation. Non, moi je pense que c'est un peu normal. Ça n'étonne pas, mais c'est normal parce que l'approche politique que nos gouvernants actuels ont choisi, ce n'est pas l'approche politique de l'Occident. Et cela dit donc, il faut dire que l'Occident, parlant de l'Occident, l'Europe et les États-Unis, mais ils mettront tout en œuvre pour que, si les choses leur sourient, qu'ils leur sourient du moins, qu'on revienne à ce qu'eux, ils adoptent comme approche politique. Donc ce combat-là, ce n'est pas un combat qui devrait étonner ou surprendre ni nos dirigeants, ni nos populations. C'est pourquoi, moi, en principe, ça m'a fait juste sourire parce qu'on devrait s'y attendre. Maintenant, ce que ça doit produire comme conséquence, c'est là où on devrait pouvoir regarder de près pour que, enfin, ce que nous souhaitons comme gouvernance ne soit pas ce qui a toujours été dicté de l'extérieur, que nous puissions appréhender avec clairvoyance les différents problèmes de notre pays, de nos populations, pour implémenter une gouvernance qui réponde objectivement à nos problèmes. C'est là où moi je regarde un peu plus. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Mais ceux qui ont une approche de gouvernance, notamment ceux qui sont des défenseurs de la démocratie, parce que l'Amérique estime qu'elle est... La démocratie à l'occidental. Voilà, la démocratie à l'occidental ou à l'américaine, parce que c'est l'approche occidentale de la démocratie, mais ils ne vont pas arrêter. Ils vont continuer de défendre leur approche. C'est peut-être à nous de pouvoir donner des arguments solides dans la pratique, je veux dire, pour dire que ce que nous faisons aussi a du sens. Aujourd'hui, je pense que l'approche chinoise, il y a 30-40 ans, a été vilipendée. Tout ce qui sortait de la Chine, on nous a fait appeler cela du Shintok. Aujourd'hui, tout le monde achète en Chine. Et même les multinationales sont obligées d'avoir leur filiale en Chine pour la production. Donc, on finit par accepter. C'est dire quoi? Dans ce monde, ce ne sont pas les paroles qui comptent. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'imposer. Et le véritable défi pour le Burkina, pour l'Afrique, c'est de pouvoir s'imposer par les actes et par les faits. Aimé Kambiré, est-ce que vous avez eu le même sentiment ou bien vous avez été véritablement choqué par les propos donc, de cet officier militaire américain? Surpris, choqué, c'est des sentiments mélangés. Me permettez-moi d'abord de dire merci à la RTB, toute son équipe, pour avoir organisé ce plateau spécial, débat de presse en plein 15 heures. Et pour s'être mobilisé depuis hier et bien avant, et à travers la RTV, toute la presse nationale qui s'est organisée comme de vrais combattants pour donner un éclat particulier à cet événement historique qui est la mobilisation de ce 30 avril. Pour revenir au général Michael Langlais, ma compréhension c'est que il participe de la mise en projet d'un complot. Voilà, d'un complot, parce que son intervention intervient dans le contexte où vous connaissez, peut-être du énième coup d'État raté. Et donc je pense que dans le communiqué par rapport au sujet du coup d'État, il y a un aspect qui est sorti. Ce qu'on veut, c'est de renverser les pouvoirs en place pour instaurer un machin qui va gouverner le Burkina Faso en attendant que peut-être les valets locaux
reviennent donc au pouvoir. Pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un ballon de sonde. Il s'est exprimé devant les sénateurs américains. Et qu'est-ce qu'il dit en substance? Vous voyez ce capitaine qui a dû à travers le monde, à travers l'Afrique, qui est considéré comme l'héritier de Thomas Sankara. En fait, il ne fait que pour son propre intérêt. L'or, qui est une des ressources principales en matière d'exportation, est utilisé, voire pris en otage, juste pour sa sécurité. Et même, donc, les fruits de la collaboration, de la coopération avec la Chine est utilisé pour ça. Donc, l'idée qu'il veut mettre dans la tête de ses sénateurs, et à travers les Américains qui vont l'écouter, c'est que ce président qu'on présente comme l'espoir d'une Afrique libre, d'une Afrique souveraine, d'une Afrique qui s'est décidée enfin, n'est pas celui qu'on veut faire croire. Parce que ces propos font écho aussi à ce que, du côté outre-Atlantique en Europe, Emmanuel Macron disait que les chefs d'État de l'AES n'ont pas été élus et par conséquent, ils ne sauraient représenter la jeunesse. Là, c'est des tentatives de scinder, de séparer le président, les chefs d'État, de leur soutien indéfectible que constitue la jeunesse. Et vous verrez que, en réalité, c'est parce que, pour revenir au Burkina, le Burkina a pris une option vraiment de souveraineté qui lui permet de contrôler les ressources minières, extractives, qui attirent donc les impérialistes depuis la nuit des temps. Ils ne sont pas venus ici pour nous enseigner l'évangile, pour nous enseigner la civilisation. Ils sont venus juste pour nous mettre de côté, exploiter nos ressources. Et voire même nous utiliser pour qu'on extrait les ressources à leur propre intérêt. La production du cacao, tout ce que vous savez. Donc je pense qu'ils reviennent d'une certaine manière pour remettre l'ancien ordre qui leur est profitable. Et donc, c'est une première pierre d'un complot qui sera répété, Dieu merci, qui sera déjoué, qu'il est en train donc de poser là. Et moi, c'est la compréhension, parce qu'après ça, vous verrez qu'ils vont vous parler de dictature, ils vont vous parler de... En fait, ces gens-là, ils ne sont pas là pour le peuple. Et une fois que l'opinion internationale accepte, ils trouveront écho dans l'opinion nationale, et ça pourrait justifier une intervention militaire, parce qu'eux, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de le faire, de présenter des fioles en disant que ça contient des armes qui puissent détruire la terre entière. Et ça, c'était juste pour attaquer Saddam Hussein, et Dieu seul sait qu'à ce jour, on n'a jamais pu trouver des armes de destruction massive. Ils ont tout fait pour comploter, pour descendre Kadhafi, le guide libyen, sous prétexte qu'ils voulaient massacrer les Libyens. Aujourd'hui, il y a des milliers de Libyens qui sont massacrés, mais plus personne ne s'intéresse à ça, parce qu'ils ont pu atteindre leur objectif, qui est d'éliminer un leader africain qui a enfin compris et qui va remettre en cause l'ordre qu'ils ont établi à leur profit, et profiter aussi, voler toutes les richesses que Kadhafi avait pu mobiliser, notamment pour lancer la monnaie panafricaine. Et donc, je pense que c'est un tel scénario qu'il tente et que ce qu'il dit n'est pas anodin. Pas du tout Dieu anodin. merci. Voilà pourquoi c'est ça qui explique la réaction gigantesque à travers le monde, parce que tout le monde connaît. Là où ils veulent jouer, on connaît. Et comme le Premier ministre l'a rappelé ce matin, en fait, c'est les mêmes méthodes. Le mode opératoire est bien connu. Le même mode opératoire, ils ne changent jamais, parce qu'en réalité, ils sont limités. S'ils n'étaient pas limités, ils allaient compter sur eux-mêmes. Mais vous voyez qu'ils ne comptent que sur les autres qui vont travailler et eux, ils vont profiter. Et ça, tout le monde est aujourd'hui au courant. C'est ça qui explique la mobilisation contre les propos de ce général Langlais. Amadé Adamasoro, quel a été votre ressenti donc, après avoir entendu ce général américain-là? Oui, pour dire vrai, Sékou Zongo, j'étais un peu surpris par ses propos, puisque il y a une nouvelle administration américaine. Si on était sous l'administration Biden, démocrate, je pouvais comprendre, parce que l'ADN par excellence de l'actuel président, Donald Trump, c'est de ne pas trop s'ingérer dans les affaires extérieures. Alors, il se trouve que ce général Michael Langley est devant donc une commission sénatoriale, une question qui ne concernait même pas en fait le Burkina Faso. On l'a vu effectivement produire ces déclarations. Pourquoi?
Parce que depuis la nuit d'État, les États-Unis sont obsédés par la Chine. Parce que la Chine, c'est le seul pays aujourd'hui qui a tout pour être calife, à la place du calife. Notamment en matière de puissance économique, en matière donc de puissance militaire, démographique, etc. Surtout qu'il y a un rapprochement actuellement entre Moscou et Washington, parce que Poutine et Trump, ils sont copains. Donc pour cela, ici la tension a connu en tout cas une baisse à ce niveau. Maintenant, pourquoi effectivement une question qui ne concerne pas le Burkina et qu'on a mis en avant, c'est cette gestion donc, des ressources minières, c'est parce que en réalité, pour Washington, le bénéficiaire, c'est la Chine. Donc si on laisse la Chine continuer à développer un partenariat exemplaire avec les pays africains, ça peut faire tache d'huile ailleurs. Prenez un pays comme le Burkina Faso. C'est une guerre par procuration. Absolument, absolument. Prenez un pays comme le Burkina Faso, qui ne représente pas grand-chose pour un géant comme les États-Unis. Tenez-vous bien, la 4e puissance économique du monde, c'est Californie. C'est un État américain, parmi les 50 États. Devant le Japon. Il y a même des universités américaines dont le budget dépasse 3 fois le budget du Burkina Faso. Mais comment un pays comme les États-Unis va s'intéresser à la manière de la gestion des ressources minières d'un pays comme le Burkina Faso? Donc, c'est la Chine qui est visée. C'est la Chine qui est visée. Et si on met ça donc, dans un ensemble global, avec la sortie de Macron, avec cette même visite du même général en Côte d'Ivoire, avec la campagne médiatique internationale, cela peut effectivement nous amener à creuser plus, aller plus loin pour dire que est-ce qu'il n'y a pas un autre complot qui est effectivement échafaudé pour, comment on appelle ça, mettre un frein à ces nouveaux élans impulsés par les 3 pays de l'AES. Si cela est le cas, alors donc on doit se préparer car demain n'est pas la veille, puisque l'ensemble donc de l'Occident collectif a sur certains terrains des intérêts convergents et sur d'autres terrains des intérêts divergents. Vous savez bien que sur la question ukrainienne, il y a toute une mésentente, n'est-ce pas, entre d'un côté l'Europe et de l'autre côté les États-Unis. Ici, ce qui est bien, ce qu'il faut savoir est que la population a compris. Et cette prise de conscience a commencé en 2011 après l'assassinat de Kadhafi. C'est suite à cet assassinat que le président russe actuel, Poutine, a dit c'est fini, ça n'est fini de la manipulation. Nous n'allons plus accepter que ce que les États-Unis avaient toujours mis en avant, comme on appelle régime change. C'est-à-dire qu'une manière, chaque fois, si la tête de ce président ne nous plaît pas, on fait tout pour changer. Nous n'allons plus nous inscrire. Parce que vous savez très bien, quand il y a eu l'intervention de l'OTAN onusienne au niveau de la Libye, Poutine n'était pas président, il était Premier ministre. Et jusqu'à présent, je pense qu'il s'en est pris à son président qui était Medvedev et il disait que non, c'était fini. Alors l'Occident nous a eu dans ce dossier et il ne va plus nous avoir dans notre dossier. C'est pourquoi quand il y a eu effectivement ce changement au niveau de l'AES et qu'il y a eu des résolutions qui ont été présentées au Conseil de sécurité, la Russie a dit non, on ne va plus accepter qu'on évoque un mandat de l'ONU pour faire ce qu'on appelle le régime change. En tous les cas, les populations burkinabèses se sont mobilisées. Les amis du Burkina également se sont mobilisés. Vous avez pu suivre donc ces mobilisations donc, sur nos antennes et sur les réseaux sociaux. Quels commentaires faites-vous de cette journée de refus de la soumission, Aimé Kambiré? Oui, c'est une mobilisation monstre. On a pu suivre depuis le matin, c'est-à-dire les habitants, les Ouagavillois des quartiers périphériques ont commencé à converger et les habitants des villes voisines comme Koudougou, Zorgo, Boussé, certains sont venus, d'autres ont organisé des manifestations sur place. Et on a vu que dans pratiquement toutes les pays, même jusqu'au hameau de culture, des gens, s'ils n'ont pas manifesté, ils se sont réunis pour apporter leur soutien, on le sait, parce que voilà, on a des correspondants, et puis il y a les réseaux sociaux où on suit les échos. Et au-delà du Burkina, voilà, il y a des soutiens, et je pense que même la RTB a fait écho de ce qui se passe en Italie, de ce qui se passe à Accra, de ce qui se passe aux États-Unis. Pour l'instant, on n'a même pas encore fait tout le point
de toutes les manifestations à travers le monde. Donc c'est une manifestation historique et à mon avis, cette journée va rester pour longtemps et pourrait être le début d'une journée véritablement de la souveraineté africaine. Je pense que cette mobilisation unanime, aussi bien de la population, soutenue par des autorités, le Premier ministre accompagné d'autres chefs de département, sont allés pour faire corps avec la population, représentée dans toute sa diversité, des cadres aux commerçants, en passant par des élèves, des étudiants, on pouvait le voir. Donc je pense que c'est un succès et un message fort envoyé à travers le monde, que le monde a changé à jamais et que les Africains sont conscients. En réalité, on a toujours été conscients. Ce qui a changé, c'est qu'on n'a plus peur. Parce que c'est la peur, c'est l'intimidation à travers des massacres réels. On a cité le cas de Kadhafi et puis de bien d'autres comme Thomas Sankara, comme Olympio au Togo ou bien même les Kwame Nkrumah avec le soutien souvent des services de renseignement étrangers, la main étrangère, qui font qu'il y a certains chefs d'État ou même la population souvent qui se retiennent. Mais je pense que les Africains en ont assez. Ils n'ont jamais fermé les yeux. Ils étaient obligés, intimidés qu'ils étaient, de tourner le visage. Mais la réalité est là. Que personne ne se bat pour notre démocratie, pour nos droits de l'homme. Que personne ne se bat pour nos développements. Je disais que les agences de développement, pendant que nous y pensons, quand on dit agence étrangère de développement, est-ce qu'on ajoute le développement du Burkina? C'est nous qui avons toujours pensé que ces agents de développement-là, c'est pour notre propre développement. Parce qu'ils élaborent et mettent en œuvre des programmes de développement. Mais c'est le développement de leur pays. Ils ne nous l'ont jamais dit. Vous voyez, quand on a commencé à démonter certaines agences-là, ceux qui crient là, ce n'est pas ceux qui en bénéficiaient. C'est peut-être ceux qui tiraient directement profit et même ceux qui pensaient que c'est des soft power, les nouvelles terminologies. Ça veut dire que ce n'était pas fait pour vous, c'était fait pour vous désorganiser, pour vous influencer, pour vous amener à travailler dans le sens qui les arrange. Bref, pour moi, je pense que c'est une journée historique qui marque que les Africains ont pris à main leur destin et ça ne va plus jamais reculer. Aruna Kabore, vous avez suivi donc Aimé Kambiré qui le dit, c'est une journée historique. Est-ce que, à travers donc cette journée, c'est un message que le peuple du Burkina Faso et les amis du Burkina Faso donc envoient aux impérialistes? Bon, on attendra de voir. Peut-être le temps viendra confirmer ce que va représenter cette journée. Mais ce qu'on a pu déjà constater, parce que moi j'étais sur le terrain là-bas pour produire des reportages, il y a eu une forte mobilisation. Et cette mobilisation est constituée de pratiquement toutes les composantes de la société. On a des jeunes, on a des enfants, on a des vieilles, on a des vieux, on a pratiquement, j'ai envie de dire, toutes les composantes de la société. Mais il y a une raison un peu à tout ça, il le disait un tant soit peu. Cette journée de 30 avril a été, le calendrier a été quand même imposé au Burkina, j'ai envie de dire, parce que les appels au soutien du capitaine, c'est surtout à l'extérieur que c'est venu, de par tout le monde entier. Parce qu'un mercredi, ce n'est pas évident. Ah oui, parce que les appels sont venus pratiquement de partout. Donc, pour les Burkinabés, à la fois pour l'autorité que pour le Burkinabé, le peuple burkinabé, c'est un défi à relever. Parce que si de dehors, on vous soutient et qu'à l'intérieur, il y a eu une faillite, bon, c'est comme si on donne l'image d'une sorte d'imposture de ce qu'on n'est pas réellement. Donc, cette mobilisation, c'est un peu aussi un ouf de soulagement pour non seulement les autorités en place, mais aussi pour le peuple burkinabé. Je disais qu'il y a une raison à tout ça, que la mobilisation soit internationale de partout. C'est un peu pour dire une sorte de ras-le-bol de ce que j'appellerais la tragédie du leadership africain. J'emprunte le mot à un professeur. La tragédie du leadership africain. Quand, depuis même l'esclavage, la colonisation,
tout ce qui est autodétermination, qui tente de se constituer, a été anéanti ou tué un peu dès sa phase embryonnaire. Donc, quelque part, les gens se disent, s'il y a une voix qui se lève pour dire, aujourd'hui, c'est l'Afrique, on a envie de faire les choses de par nous-mêmes, il faut laisser quand même cette voix conduire les choses comme on le sent, d'où cette mobilisation à l'international. À l'interne, au Burkina, j'ai envie de dire, je rencontre une femme de la soixantaine environ dans le public et elle me dit, vous savez, et je le dis peut-être littéralement en moré, hein, elle dit, Zoug sans lui, nin mumdame. Lorsque la tête tombe, les yeux se ferment. C'est une métaphore. Mais qu'est-ce que la vieille veut nous dire par là? Elle estime que le peuple, ce sont les yeux. Mais celui qui a la direction, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la tête. Si la tête tombe, les yeux se ferment. Donc c'est un combat de soutien. Pour ce que j'ai entendu de cette métaphore, hein, c'est un combat de soutien aux dirigeants en place, mais pas que. C'est aussi un combat de soutien au peuple tout entier, j'estime. Et moi, j'apprécie les mobilisations, j'apprécie les engagements, mais j'estime qu'il faut que les actes suivent. Il faut que la démarche révolutionnaire que nous voulons implémenter puisse suivre de façon structurelle pour montrer véritablement les résultats afin qu'on puisse avoir à 100% raison sur la démarche qu'on a entamée. Ahmed Koné, est-ce que vous avez été surpris donc, par cette mobilisation au Burkina, mais aussi à travers le monde? J'avoue que je n'ai pas été surpris parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on commentait un peu les événements. Vous savez, j'ai souvent fait valoir que la diaspora travaille énormément. Et la diaspora africaine, la diaspora de tous les pays d'Afrique, la diaspora des mers, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Noirs, les Africains, Américains, un peu partout à travers le monde, ces gens étaient en éveil. Parce que déjà, il y a l'exemple des héros qu'on a trucidés par le passé. Vous savez, il y a eu tellement de Noirs qui ont défendu la cause du Noir, la cause des opprimés, des gens qui ont été massacrés, et puis les gens sont restés inertes, on n'a pratiquement rien fait, parce que dans le temps, évidemment, ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, les gens estiment que trop, c'est trop. C'est pour cela, à l'extérieur, la diaspora s'est levée aussi pour dire qu'il faut arrêter ce massacre. Le combat qui se mène au Burkina Faso est un combat, j'ai envie de dire pratiquement international, intercontinental. C'est-à-dire que les gens ont épousé ce combat parce que c'est le combat des opprimés contre des oppresseurs. Le combat de ceux qui ne veulent plus entendre parler de néocolonisation, de reconquête territoriale, ouvertement montrée par la France, qui est à genoux aujourd'hui économiquement et qui fait la preuve que c'est parce qu'elle dilapidait nos ressources, parce qu'il mettait en place des escabeaux de dirigeants sur lesquels lui montait pour puiser dans nos ressources. Et c'est pour cela aujourd'hui il est à genoux, il est obligé d'aller mendier en quelque sorte l'assistance d'un autre pays comme les États-Unis qui n'ont pratiquement rien à voir avec nous. Mais il essaie de trouver Macron essaie de trouver un compromis avec les Français, avec les Américains pour s'en sortir. Mais c'est trop tard. Les peuples sont déjà debout. Que ce soit à travers les mers, que ce soit à travers les continents, que ce soit à travers l'Afrique même. Et donc, évidemment, au Burkina, tout le monde a compris. On a compris que sans nous, la France de Macron ne sera plus rien. Et la France, si elle continue, elle va s'effondrer. C'est pour cela qu'ils sont partis demander assistance aux amis américains. Mais les Américains, eux aussi, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris ce qui se passe. Maintenant, nous pouvons être fiers de ce qui s'est passé. Parce que ça montre que les Africains ont pris conscience qu'il faut qu'ils défendent non seulement leurs ressources, mais qu'ils défendent aussi leur vie et la vie de leurs dirigeants. Parce que les autres ont pris l'habitude de venir nous couper la tête, comme pour reprendre l'expression de Haruna et de la vieille tout à l'heure. Ils pensent qu'il faut couper la tête et puis c'est fini.
Ils coupent la tête aujourd'hui, ils verront ce qui va se passer. C'est ça que les gens ont essayé de montrer. C'est-à-dire aujourd'hui, là, nous n'aurons plus affaire seulement aux Burkinabés. Ils auront affaire à toute l'Afrique, à toute la diaspora et un peu partout. Ce sera le mécontentement est populaire. Comme on a souvent dit au niveau des cercles politiques, des hommes politiques, vraiment, il y a de quoi être fier d'être africain aujourd'hui. Nous sommes fiers d'être burkinabés, nous sommes fiers d'appartenir à un pays qu'on appelle le pays des hommes intègres. Parce que la mobilisation populaire qu'on a vue n'est pas une mobilisation de tous les jours. C'est une mobilisation en quelque sorte qui va au-delà de ce qu'on attendait et qui montre à souhait qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont du soutien à l'extérieur. Et ce soutien fait peur. Je vous rappelle un des débats qu'on avait mené ici. J'avais dit que les gens ont peur de l'Afrique. Et on m'avait dit non, est-ce que je n'exagérais pas? J'ai dit non. Nous sommes une puissance en devenir. En fait, c'est là tout l'enjeu. Parce qu'ici, on le voit d'ailleurs. Pourquoi l'anglais ne parle pas d'autre chose ici, ce n'est pas de l'or? Notre grande puissance, c'est l'or. La France a genoux parce qu'elle n'a plus droit à nos réserves. On ne lui donne plus rien. La France n'a pas d'or. Et même ils le chantent chaque jour chez eux. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils n'ont que des idées. Malheureusement, ce sont des idées dévastatrices. Ils n'ont pas d'or, mais ils volent l'or des gens. On ne va plus leur permettre de voler notre or. Et l'exemple du Burkina va faire tache d'huile. Dans tous les pays africains, petit à petit, on va récupérer nos matières premières. On verra qui sera effectivement acteur de reconquête coloniale. La France de Macron, si elle continue, elle va obliger les Français à venir mendier en Afrique. C'est la raison pour laquelle ils se sont levés, parce qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que les ressources que nous avons vont leur manquer effectivement. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Burkinabés ne sont plus seuls. Tous les pays d'Afrique où sommeille un peu une certaine conscience de la nécessité de se libérer se réveillent progressivement. Et même les pays où il y a des esclaves de salon vont continuer le combat. C'est pour cela que j'ai toujours dit ici, j'ai confiance au peuple en lutte à travers l'Afrique. Il y a des pays qu'on croit endormis. Demain, ils vont se réveiller. La bourrasque est là. Je crois que l'Afrique est en ébullition, c'est ce qu'elle a montré. Du sud au nord, un peu de partout, on a vu que les gens se sont mobilisés. Et il y en a qui ne connaissent même pas IB, comme on dit. Vous avez vu ici, dans les mobilisations, les reportages de la RTB, les reportages de chaque média montrent qu'il y a des gens qui étaient là, IB. Ça dit qu'ils n'ont pas fait l'école, ils ne comprennent pas français, mais ils sont solidaires de l'action entreprise par le capitaine Traoré et ses amis, ses compagnons. Parce qu'on a vu les actions engagées par feu le capitaine Thomas Sankara. Et on a vu rapidement ce qu'on en a fait. Et on est retombé. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on retombe. Les gens veulent qu'on continue. Maintenant, la question qui se pose, comment, qu'allons-nous faire? Il faut qu'on se réorganise pour voir dans quelle mesure répondre justement à l'hydre terroriste et à ses commanditaires. Comment faire pour arrêter le massacre? Ça, c'est une grande question qui reste posée. Je crois qu'on peut effectivement échanger sur cet aspect-là parce que ça me semble très, très important. Amadé Adama Soro, comment vous avez vécu donc cette journée? Oui, c'est vraiment une journée formidable. Et comme je suis quelqu'un qui aime les concepts, j'ai dit une fois qu'on peut se tromper sans se tromper d'époque. Mais si on se trompe d'époque, on s'est déjà trompé. On est en 2025. Comme l'a dit le Premier ministre, on n'est pas en 1987. Et aujourd'hui, la manipulation ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Et pour que la manipulation ne passe pas, alors le travail qui doit être mené est à deux niveaux. Il y a bien sûr la population qui doit bien sûr aller à l'information, mais il y a également les dirigeants qui doivent chaque fois de besoin clarifier. Et là, nous avons la chance au Burkina Faso, quand il y a un événement gravissime qui se passe dans le pays, soit sur le capitaine Ibrahim Traoré lui-même qui prend la parole, le plus souvent lors des cérémonies de montée des couleurs, ou bien c'est le Premier ministre, ou bien c'est le ministre en question, le ministre chargé de la question qui prend la parole. Alors si ces deux aspects sont bien respectés, il faut savoir que chaque fois qu'il y a une manipulation, ça peut être tué dans l'œuf. Comme je l'ai dit dans mon dernier ouvrage sur l'AES, Chronique d'une audacieuse marche, il y a 3 M. Parce que j'aime, comme je l'ai dit, le concept. Ces 3 M, le premier M, c'est quoi? C'est la mobilisation populaire. Il faut qu'il y ait de la mobilisation populaire. Si aujourd'hui, les 3 régimes au niveau du Mali, du Burkina et du Niger tiennent toujours, c'est parce qu'il y a un soubassement, c'est parce qu'il y a un fond, c'est parce que ces régimes sont toujours populaires.
ces régimes sont toujours soutenus par la masse. Voilà pourquoi ils tiennent, malgré effectivement cette déferlante de fake news, de désinformation, de manipulation, etc., notamment à travers les médias mensonges. Et ça, j'ai rejoint ce journaliste belge, Michel Collot, qui disait que, en général, lorsque l'Occident veut perpétrer une guerre, il commence par répandre les fake news, la désinformation. On l'a fait en Irak avec l'anthrax, avec Colin Powell, qui bandisait, comme le disait Kambiri, le fioul au niveau donc, du Conseil de sécurité. On a même coaché des filles kouétiennes qui étaient à Washington, de venir pleurer devant des sénateurs pour dire que Saddam Hussein était en train de débrancher les appareils in vitro qui a occasionné la mort des bébés, etc., diabolisant en fait Saddam Hussein pour pouvoir le tuer. Et c'est ce qu'on a fait aussi au niveau de Kadhafi. Donc, ces médias vont continuer et ces médias ne sont pas indépendants. Ils déroulent un agenda qui est échafaudé par les dirigeants. Donc, si cette mobilisation populaire continue, il faut également l'adjoindre par le deuxième M, que j'appelle le matraquage médiatique. C'est ce que nous faisons actuellement. Parce que, comme on dit à Morée, si un mensonge n'a pas été démenti, il devient une vérité. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on essaie même, en tant que journaliste, souvent on est abasourdi quoi, d'avoir certains titres. On ne dirait même pas des médias professionnels. Quand vous prenez des médias avec des titres vraiment tendancieux, vous dites, mais attends, on a été à la même école du journalisme où on ne fait pas de différence entre les faits et les commentaires, où on mélange les faits et les commentaires et on présente ça comme une information. Et quand on n'est pas averti, effectivement, on peut penser que c'est de l'information. Or, ce n'est pas le cas. Donc ici, il faut continuer à maintenir, bien sûr, cette mobilisation populaire, cette pression. Et le troisième M, c'est d'ouvrir aussi une brèche, une porte, que j'ai appelée la médiation sans frontières. Parce que, au même moment où on déploie tout un arsenal pour faire face à cette déferlante de fake news, de désinformation, il faut également ouvrir la porte. Et aujourd'hui, rien qu'avant-hier, donc, il y a eu une rencontre au niveau du Maroc entre les trois pays de l'AES et le Maroc, parce que le Maroc a vu que la situation, même si certaines personnes trouvent que voilà, faut pas trop faire confiance au Maroc, mais je me dis, dans la relation entre les États, il ne faut pas fermer toutes les portes. Parce que dans ce monde-là, il n'y a aucun pays qui est réellement indépendant. Il faut que les pays sachent que l'interdépendance, c'est une donne géopolitique que tous les pays doivent partager. Donc aujourd'hui, tout Burkinabé, tout Africain est fier de constater effectivement cette déferlante de soutien au Burkina Faso. J'ai même vu le leader charismatique sud-africain, Julius Malema, qui a même fait une conférence de presse où la scanner le nom d'Ibrahim Traoré pour dire que c'est le nouveau Sankara incarné, puisque eux aussi, ils ont vu vraiment, ils ont subi les affres, n'est-ce pas, de l'apartheid. Ils ont vu que, en fait, le régime sud-africain ne pouvait pas tenir sans le soutien de l'Occident. C'est lorsque les États-Unis ont décidé de retirer leur soutien du régime d'apartheid d'Afrique du Sud que le régime est tombé. Donc, ici, comme l'ont dit les confrères, on était à une époque où soit on n'avait pas l'information, ou bien on avait l'information, mais on était quand même, on avait un peu peur. Voilà. Et comme le disait aussi un autre sociologue, lorsque l'Occident avait décidé de coloniser l'Afrique, ils étaient en surnombre. C'était autour de 400 millions. Nous étions 100 millions. Aujourd'hui, il n'y a pas cette puissance européenne qui va décider d'embarquer et chez nous, de débarquer chez nous avec son armée, et puis elle va repartir indemne. Il n'y a pas cette armée qui peut le faire. On a vu beaucoup de puissances militaires qui se sont cassées les dents dans des pays comme Vietnam, Somalie, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? S'ils savent que la force physique brute ne peut plus faire recette, il faut passer par autre méthode. Et cette méthode-là, c'est la désinformation, c'est la manipulation, etc., etc. En tout cas, la mobilisation à la place de la révolution ce matin a connu la présence de membres du gouvernement et à leur tête le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui était porteur d'un message, le message du président du Faso. Quelle analyse faites-vous de ce message livré par Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo? Discours livré, je le précise, en français et dans une langue officielle du Burkina Faso. Aimé Kambiri, votre décryptage donc du message du chef du gouvernement.
Le premier message, c'est il rassure donc les Burkinabés, il est serein. En dépit de tout ce qui se passe, lors de sa dernière sortie, l'une de ses dernières en tout cas, il disait que le Burkina traverse une zone de turbulence. Les vagues sont hautes, mais il tient à conduire le navire du Burkina vers des eaux plus paisibles, où on pourra aussi vivre dignement. Je pense que c'est ça qu'il a réaffirmé, qu'il est serein. C'est rassurant de savoir que donc celui qui est à la tête du Burkina, en dépit de tout ce qui se dit, de tout ce qui se trame, est resté serein. Je pense que le courage, il a mis sa vie dans la balance pour pouvoir défendre les intérêts du Burkina, parce que ceux qui ne veulent pas donc du bien de nos pays, ils n'hésitent pas souvent à éliminer nos dirigeants. Je dis que si on avait peut-être tué le général de Gaulle, la France ne serait pas ce qu'elle est devenue. Parce que même à l'issue de la fin, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'hésitation. Est-ce que les États-Unis allaient occuper carrément la France parce qu'il n'y avait plus de gouvernement, plus de gouvernement? Est-ce qu'il fallait reconsidérer, tenir compte du passé historique de la France pour l'amener parmi les vainqueurs? Parce que la France n'a vaincu personne. L'armée française n'a vaincu personne. Donc, mais la détermination du général de Gaulle, sa personnalité, a fait que finalement, il a été invité dans les négociations d'après-guerre. Et si il y avait un complot qui avait été ourdi pour l'éliminer, évidemment que le sort de la France allait changer. Et nous, donc, Amandé l'a rappelé, Soro l'a rappelé, c'est-à-dire, souvent on vient, on coupe la tête. Évidemment qu'il y a d'autres qui voient les choses de la même manière, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes chances d'y arriver. Pour diriger un pays, il faut arriver au bon moment. Voilà, il faut avoir le courage, et puis il ne faut pas traîner des boulets qui t'empêchent même d'avancer. Voilà, donc, voilà pourquoi on prend du temps pour trouver un leader charismatique, courageux et qui aime son pays. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur pays, mais qui n'ont peut-être pas les capacités de diriger. Donc, ce que nos ennemis ont compris, c'est de venir couper la tête, en espérant que vous prendrez encore 10 voire 20 ans pour retrouver. Mais pour ça, le président n'a pas peur. Voilà, il le dit. Mais il a rassuré aux gens qu'il est serein, il est déterminé. Il avait déjà dit quand il est arrivé, c'est la patrie ou la mort. C'est-à-dire, il fera tout son possible, plus que son possible, tout en évitant les erreurs du passé. La deuxième chose, c'est le message aussi qu'il a donné, c'est dire que il soutient cette marche historique qui montre qu'à travers le monde, à travers le Burkina, à travers l'Afrique, à travers sa diaspora, voilà, les gens se sont levés et que cette marche-là est historique et montre une certaine synergie entre la vision des chefs d'État panafricanistes qui aiment leur pays, patriotes, et la population, enfin éveillée, enfin conscientisée et enfin combattante. Moi, plus ou moins, c'est les deux messages clés que moi j'ai retenus du message du président livré par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Aruna Kabore, est-ce que le message donc, du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, livré par le Premier ministre, on peut dire que c'est un message à propos? Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu deux aspects dans le message. C'est d'abord un message de remerciement pour la mobilisation. Et le second volet, c'est de rappeler les populations à rester vigilantes, en rappelant quand même les différents contextes qui peuvent un peu se ressembler de 1987 avec la situation du capitaine Thomas Sankara, où les gens ont quand même mis en branle un certain nombre d'éléments pour aboutir aux résultats que nous tous, nous savons. Je pense que tout ça, ça y va du contexte, et c'est un message à propos. Mais au-delà de tout ça, moi, je souhaiterais qu'on ait le triomphe modeste et qu'on mette l'accent sur nous-mêmes et qu'on fasse en sorte
Parce que il y a ce proverbe-là que j'aime bien qui dit que quand le mur n'est pas fissuré, les lézards ne peuvent pas y entrer. Il faut que quel que soit X pour parler comme les mathématiciens, qu'on trouve des mécanismes pour réduire tant soit peu nos dissensions à l'interne. Parce que quelle que soit l'inimitié de l'extérieur, pour que l'extérieur puisse aboutir à ce qu'elle veut, je veux dire, en fait, ces puissances-là, puissent aboutir à ce qu'elles veulent, il faut qu'il y ait des éléments à l'interne pour exécuter cela. Pourquoi je dis cela? Parce qu'in fine, le monde, c'est un monde de prédateurs, c'est un monde de prédation, et ça ne va pas changer. Ça a toujours été comme ça. Ceux qui se sont enrichis aujourd'hui, ils ont tué des gens, ils ont volé des gens pour s'enrichir, et ils ne s'en cachent pas. Ça, nous ne devons pas compter sur la morale pour espérer un changement. Les mobilisations, oui, c'est bien. C'est un message qui est porté. Mais il faut qu'à l'interne, nous travaillions à avoir une véritable digue. Et pour avoir cette digue-là, il faut cette entente à l'interne. Au-delà de cette entente à l'interne, il faut du résultat dans notre gouvernance. Parce que le Camerounais disait que ventre vide n'a point d'oreille, c'est comme ça, ça se dit, non? Vous voyez, à un moment donné, les gens, ils travaillent aussi sur vos faiblesses. Quand on tend un billet, 1000 francs, 2000 francs à quelqu'un, et qu'il arrive à manger, le message qu'on lui apporte est plus audible que le message qu'il devrait recevoir. Donc il y a tous ces éléments-là, travailler non seulement à faire en sorte qu'à l'interne, il y ait davantage d'union. On ne peut pas aplanir les choses, du coup il ne faut pas rêver, mais il faut travailler à l'union des fils et filles d'Afrique. À l'interne, faire en sorte que nous puissions faire le développement par nous-mêmes, comme Kizerbo le disait. Parce qu'aujourd'hui... Et si on revenait sur le discours le message du président? Oui, ça fait partie. En fait, ce que j'ai envie de dire, le message, il est en deux volets, le message du capitaine qui a été livré par le Premier ministre. C'est d'abord décrire le contexte, ce qui est recherché par en fait l'Occident, j'ai envie de dire, mais après appeler les populations à davantage de vigilance. Mais ce que je veux dire en sus de tout cela, c'est qu'à l'interne, nous puissions davantage travailler sur nous-mêmes, parce que si nous avons de l'efficacité à l'interne, je pense qu'il est difficile pour les lézards de pouvoir rentrer dans le mur s'il n'y a pas de mur fissuré. Amadé Adama Soro, comment vous avez trouvé donc ce message très fort, en 3 volets, comme vous l'avez dit, remerciements, vigilance de la part de la population, mais également détermination et sérénité à la tête de l'État pour conduire le navire du Burkina Faso. Alors, ce qu'il faut également souligner dans cela, c'est que au niveau de l'équipe gouvernementale, chaque ministre à qui on a assigné des missions spéciales, alors se déploie pour mener cette mission à bien. Quand on regarde déjà l'entrée dans l'arène, n'est-ce pas, de la place de la Révolution du Premier ministre, et que l'accueil qui lui a été réservé démontre effectivement que Rintalba Jean-Emmanuel Drago est en phase avec les aspirations du peuple burkinabé. Et ce qui m'a également marqué, c'est le fait qu'après cette adresse en français, il s'est adressé également à la population dans une de nos langues officielles, à savoir le Mori. Parce que quand vous essayez, nous qui aimons souvent travailler sur les mots, nous savons que quand il parlait en Moré, il y avait plus d'emphase, il y avait plus donc d'images, de métaphores qui ont eu un effet important sur la population que lorsqu'il s'exprimait en français. Comme le disait quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa raison, mais lorsque vous lui parlez dans sa langue maternelle,
voulu vous parler à son cœur. Et je pense que dorénavant, c'est ce que nous devons faire. Tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, lors des grandes manifestations, lors des grands meetings, lors des grands rendez-vous avec la nation, alors on doit obliger ces responsables-là à parler et dans la langue du travail, qui est le français, et dans sa langue maternelle. Ceux qui sont pas encore, ceux qui ne maîtrisent pas encore leur langue maternelle, je pense que c'est l'occasion de commencer à se préparer, parce que c'est à travers cette manière-là que nous pouvons effectivement parler au cœur des Burkinabés. Donc c'est un message très fort qui résume effectivement notre état d'esprit actuel, qu'on appelle l'hostilité ou l'hostilité en tout cas est présente. Kaboré disait qu'il faut souder, n'est-ce pas, les fissures pour qu'il n'y ait pas de lézard. Mais on se pose la question, comment y parvenir? Parce que dans aucun pays du monde, dans aucune société du monde, vous allez voir tout le monde converger vers une même direction. Forcément, il y aura toujours des brebis galeuses. Le travail qui va s'imposer, donc, c'est de travailler, en tout cas, déployer tout effort nécessaire pour expliquer. Quand on pose un acte, on explique pourquoi cet acte a été posé, pour que la population puisse comprendre le bien fondé de cet acte. Maintenant, s'il y a des gens qui estiment que, parce qu'eux, ils ne sont pas aux affaires, parce qu'eux, on ne les a pas associés, mais souvent, je me pose la question, comment veux-tu qu'on t'associe si toi-même, tu ne veux pas t'associer? Après tout, c'est un champ collectif, c'est le champ du Burkina Faso. Même si on ne t'appelle pas à un poste de responsabilité, à ton niveau, tu peux également jouer un rôle. Tu n'as pas besoin forcément qu'on te confie un poste avant de pouvoir travailler, avant de montrer ton patriotisme, avant de montrer ton amour pour ta patrie. Donc je pense que ce genre d'occasion est en tout cas indiqué pour que les plus hautes autorités du pays s'y invitent et, n'est-ce pas, apporte la parole, parce que la population veut l'information qui vient d'une première main. À ce moment, alors elle est rassurée et c'est la marque qui sera maintenant imprimée pour la suite du processus. On va faire rapidement un dernier tour de table. Quels sont les enseignements qu'on tire de cette mobilisation-là et que faut-il faire pour garder cette veille-là? Très rapidement. Il nous reste 2 minutes. Je crois que nous faisons beaucoup de discours et puis nous répondons sentimentalement chaque fois aux Occidentaux quand ils nous heurtent. Je crois qu'il faut passer à l'offensive maintenant. La meilleure des formules, c'est quoi? Vous savez, en Amérique du Nord, ce qui est important là-bas, c'est la crédibilité de la personne. Parfois, vous avez des acteurs politiques qui sont obligés de verser des larmes à la télévision pour montrer jusqu'à quel point leur honnêteté a été remise en cause. Ainsi de suite. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des élections, il y a des situations comme ça. Les gens veulent montrer qu'ils sont honnêtes, qu'ils disent la vérité. Jamais ils n'ont changé de chemin pour redorer leur blason. Justement, il faut attaquer le général anglais sur sa crédibilité. Démontrer devant la justice américaine, il faut le poursuivre. C'est-à-dire il faut qu'il démontre où est-ce qu'effectivement il a vu le président Traoré détourner l'or. Quelles sont ses sources? Il faut les traquer jusqu'à ces derniers retranchements pour qu'ils disent quelles sont ses ressources, sur quoi il repose. Ça, c'est un. Donc il faut s'attaquer à sa crédibilité. Et avec lui, tous ceux qui ont amené des ingrédients pour que justement on dise qu'au Burkina Faso, il y a telle situation qui se passe. Ensuite, après avoir attaqué sa crédibilité, il faut le traîner en justice, bien entendu. C'est parce que nous sommes très, très timorés en Afrique. On n'ose pas attaquer ces indélicats personnages d'Occident que nous laissons recommencer. Il faut utiliser les ressources de la diaspora. Quelles sont les diasporas qui peuvent nous venir en aide pour que justement on mette fin à ce genre de situations? Nos diasporas sont disponibles un peu partout. La diaspora noire, la diaspora africaine, américaine, et ainsi de suite. Et puis évidemment, il faut utiliser les grands médias occidentaux pour livrer ce que le Premier ministre a plus ou moins répondu, c'est-à-dire les réponses. Qu'est-ce que nous faisons de nos ressources? Depuis 2 ans, qu'est-ce que le Burkina Faso fait de ses ressources? Faire des petits livrets dans plusieurs langues, les faire diffuser, faire des échos dans les médias, les grands médias occidentaux, et faire des vidéos et les diffuser, que ce soit par les réseaux sociaux, un peu partout, pour qu'on sache où se trouve la vérité. Parce que la vérité est très importante ici. Les médias mensonges
on en a marre. Mais il faut répondre. Si nous ne répondons pas, nous faisons des discours de consommation intérieure, ça ne suffit pas. Il faut aller à l'agression à l'extérieur face aux médias mensonges et évidemment aux esclaves de salon et à tous les apprentis et mécaniciens de la diplomatie agressive qui se trouvent en Occident, parce que nous avons le butin qui leur échappe. C'est ça leur problème. Donc il faut leur dire que ce butin-là qu'ils cherchent, ils ne l'auront pas, parce que nous les utilisons chez nous au profit de nos populations. Enfin, il y a l'aspect économique des choses qu'on n'utilise pas toujours. Qu'on n'utilise pas toujours. On nous boycotte, on vous boycotte. Vous voulez pas que tel produit arrive chez nous, nous aussi vos produits n'arriveront pas chez nous. Adieu fromage de chèvre, camembert, adieu, comment on appelle, les vins spiritueux, les chicorées, les quoi. Il faut arrêter tout ça. Faire la production locale, nous aurons bien manger aussi. Est-ce que c'est votre avis? Oui, plus ou moins. Je pense qu'il faut donner l'importance à cette mobilisation. Nous savons aussi ce que ça représente pour le pouvoir en place. Je pense que la mobilisation populaire est aux dirigeants, aux gouvernants, ce que les supporters sont aux joueurs qui sont sur le terrain. C'est-à-dire, c'est complémentaire, mais ça ne veut pas dire que si vous ne vous êtes pas préparé, vous allez sur un terrain, même si le stade est rempli à 100% de vos supporters, que vous allez gagner. Mais c'est très important à l'heure actuellement, mais je suis d'accord que passer la phase donc, du show dans les rues, il faut que des gens réfléchissent. Et effectivement, j'en discutais hier, je dis qu'il faut faire le point entre ce qui peut intéresser les États-Unis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut les intéresser ou qui constitue leurs intérêts. Parce que quand vous tapez dans leurs intérêts, là, ils commencent à vous prendre au sérieux. Mais si on ne fait que dénoncer, souvent, eux, ils sont insensibles aux questions de morale, etc. Ensuite, c'est valable pour les autres pays. On fait le point. On n'a plus le temps. Pour que je revienne sur un événement qui est passé inaperçu, c'est l'ambassadeur du Danemark pour le Sahel, celui qui représente son pays pour les Grands Lacs et le Sahel, qui était ici, le Danemark, qui avait dit qu'il allait fermer ses ambassades au Mali et puis au Burkina Faso, parce qu'il y a eu un coup d'État et parce qu'il n'y a plus d'espace pour agir. Ils reviennent sans nous expliquer qu'est-ce qu'il est. Mais bref, ce n'est pas le sujet. La deuxième chose, par rapport à l'efficacité, vous savez, il faut arrêter l'ennemi avant qu'il n'entre dans votre maison. Comme dit un proverbe amoré, l'homme là, c'est 9, c'est pas 10. Il y a toujours des failles. Mais chacun gère avec ses problèmes. Aujourd'hui, l'Europe là, il n'y a même pas un seul pays qui arrive, les pays que vous connaissez, qui arrive à faire un taux de croissance qui dépasse 1%. Hein. 2% là, c'est leur maximum. Et il n'y en a pas. L'Allemagne, souvent, ça frotte les 1, les 0%. Vous voyez les problèmes réels aujourd'hui, l'insécurité, l'immigration, le taux de chômage. Mais personne en Afrique ici ne va envisager d'aller remplacer Macron par un autre. Or, c'est ce qu'eux ils font. Donc, eux, en fait, c'est des prétextes qu'ils utilisent. Et pour terminer, pour répondre à mon ami Aruna Kabore, en réalité, ils ne veulent pas de votre efficacité. Quand vous avez un dirigeant qui est efficace, il faut l'enlever. Parce qu'on a besoin que vous soyez leur serviteur. Mais voilà pourquoi la lutte là, pour la souveraineté est primordiale et c'est ce qu'on doit obtenir pour réaliser le reste. Amadé Adamassoro. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré a répondu à la question en disant que nous ne sommes plus en démocratie. Donc on est maintenant en révolution progressiste et populaire. Par conséquent, nous ne devrons pas dérouler notre programme politique en nous basant sur ce que va dire l'Occident. Vous savez très bien que la Turquie, avant, comme on appelait le temps, voulait entrer dans l'Union européenne. On a mis des conditions drastiques. Aujourd'hui, elle ne parle même plus de ça. Aujourd'hui, peut-être c'est l'Union européenne qui fait la cour à la Turquie. Donc nous pouvons faire de même. On doit nous centrer sur nous-mêmes, travailler pour l'intérêt de notre pays et laisser les autres là continuer à bavarder. On termine rapidement avec vous. Oui, je pense qu'on dit tous la même chose, hein, mais évidemment qu'il n'y a pas de pays sans problème. Ce que je demande, c'est qu'on réduise au maximum les problèmes qu'on a et qu'on puisse être solide à l'interne. Mais ce qui va être véritablement va être fondamental après ces mobilisations-là, ce sont les résultats sur le terrain parce que ça aura des conséquences. Les conséquences, c'est d'abord, dans un premier volet, le renforcement de l'image du capitaine à l'international et aussi
renforcer la coopération de certains pouvoirs africains qui voient dans la même vision que le capitaine, c'est-à-dire on peut avoir davantage de coopération au-delà même de l'AES. Mais, à contrario, par exemple, l'Occident, ceux qui estiment qu'on n'est pas dans la bonne démarche, vont voir cette mobilisation comme un affront. Donc il faut s'y préparer, parce que moi, je finis par ça. Nous sommes dans un monde de prédation. Les gens, ce n'est pas la morale qui compte pour eux. Ce qui compte, c'est le rapport de force. Il faut travailler à faire en sorte que nous ayons aussi notre force à nous, nous puissions dépendre, et essentiellement, on ne peut pas dépendre exclusivement de nous, mais essentiellement de nous, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous portons, et dans ce que nous appliquons comme idée, et même dans la parole. En tout cas, le débat est bien intéressant, mais le temps qui nous est imparti est épuisé. Merci à vous pour ces différentes analyses. À vous, fidèles de la chaîne au cœur des grands événements. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours donc, pour des sujets à débattre. Bienvenue et merci de nous avoir suivis.